Audio Jungle. Grand chelem pour les cadors anglais, idem pour les grands d'Espagne. Un trio transalpin et les trois mousquetaires allemands avec à la clé les qualifications historiques de l'Atalanta et de Leipzig. Sans oublier le Paris Saint-Germain et l'OL présents dans le top 16. Nous décryptons la 6e et dernière journée de la C1. Il est aussi question de Retafe de Djenda Konam, admis parmi les 32 pour les 16e de finale de la Ligue Europa. On en parle dans la première partie. La seconde évoque le calendrier des majeurs. Arsenal au révélateur de City en Première Ligue. Real Sociedad Barcelone en Liga. Attendu la sortie de l'Inter chez la FIO. Gladbach défie Wolfsburg en Bundesliga. En Ligue 1, l'AS Saint-Etienne accueille le Paris Saint-Germain. Nous bouclons votre magazine avec la rubrique question des auditeurs. Salut Franck Lunyama. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Salut le plateau. Merci d'être là. C'est un plaisir. Nous saluons également Ezekiel Ayataï. Bonjour Angelo, bonjour à tous ceux qui nous suivent, bonjour le plateau et c'est toujours un plaisir. Comment vous portez-vous? Ça va. Merci. Également Noël de Souza nous fait l'honneur de nous rendre visite ce matin. Salut Noël. Salut Angelo, salut à tout le plateau et salut à tous les fidèles branchés. En pleine forme? En forme, c'est notre mois, c'est Noël. N'est-ce pas? Ça se comprend. Dans un instant, de toutes les façons. Salutations au passage à Sa Majesté Fifi Assogbavi, à Roméo Yeter. Judas Caboret est à la mise en onde. Vidéo de l'émission assurée par Adovon. Je suis Angelo Folikoué, PFE 605. Salut à tous. La prestigieuse coupe au large aux oreilles. On parle de la compétition qui a connu la fin des phases de poule. La question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir si l'Angleterre, ou de l'Angleterre ou de l'Espagne, aujourd'hui a le meilleur championnat puisque les deux pays ont fait un 14 sur 14, C1 et C3 confondus. Ezekiel Ayataï, Première Ligue, Liga, quel est le meilleur championnat du monde? Le meilleur championnat du monde. Je pense bien que la Liga, au vu des dernières performances en Ligue européenne des champions, moi je pense bien que la Liga est bien devant. Maintenant, parlant peut-être de spectacle ou de l'intensité dans le championnat, oui, il y a la Première Ligue qui a toujours cet avantage-là de donner plus de sensations lors de ces matchs. Mais je pense que sur le plan tactique, au niveau de la rigueur, au niveau de l'efficacité, je pense bien que la Liga est devant, même si le champion en titre est Liverpool. Noël de Souza. Oui, je pense également, comme Ezekiel, que la Liga a un pas en avance sur la Première Ligue. C'est vrai que la Première Ligue, c'est ce championnat-là où il y a assez d'intensité. On joue sans couvrir ses arrières. On est prêt à mettre des buts et en prendre également tout au long de ce parcours-là dans les phases de poule. Vous avez vu Tottenham, qui s'est qualifié quand même, qui en a pris, je pense, 7 et 3 après, ça fait 10 au total face au Bayern Munich, un Bayern qui n'est pas aussi en forme que ça. Ça veut tout dire. Maintenant, quand on prend un peu la Liga, c'est vrai que l'Ecuador, que ce soit l'Atlético, le Barça ou le Real Madrid, ce ne sont pas des clubs qui sont aussi en forme que ça. Ils ont également tiré leurs épingles du jeu. C'est vrai que le Barça était déjà qualifié avant cette dernière journée, mais on sentait quand même qu'il n'a pas encore de l'assurance. Vous savez, parfois c'est un peu des moteurs diesel. Ça peut relancer avec le mois de janvier ou de février. Franck Lunyama, on remarque que du côté de la C1, c'est le Grand Chelem, côté Première Ligue et Liga, côté C3 également, nous parlons de la Ligue Europa. Toutes les équipes engagées du côté soit de l'Espagne, soit de l'Angleterre ont comporté leur ticket.
Ouais, pour moi, contrairement à mes prédécesseurs, c'est la Première Ligue qui reste ce championnat le plus spectaculaire. Lorsqu'on prend les coupes européennes, les tenants du titre au niveau des coupes européennes restent quand même des clubs anglais, Liverpool et puis Chelsea, si je me trompe. Donc pour l'année qui s'écoule. Et ils alignent encore 4 clubs à la suite. Oui. Je pense que c'est un championnat assez disputé, spectaculaire. Il y a souvent des suspens où le premier peut venir battre le dernier peut venir battre le premier. Oui. Donc pour moi c'est la Première Ligue. Après il y a la Liga qui fait des choses assez intéressantes, qui aligne également des performances, qui est régulière au niveau des coupes européennes. Donc là on dira sur un certain plan que c'est la Première Ligue qui me paraît en tout cas en tête. En tout cas, ça se comprend. Les débats sont déjà bien lancés. Non, c'est pas un débat, mais pourrait me resituer sur les 10 dernières saisons. Je pense que la Liga est loin devant, que ce soit au niveau de la Ligue des Champions ou de la Ligue Europa. On se souvient encore. Vous voulez parler des trophées remportés par les clubs espagnols, par exemple. Et parlant aussi des clubs que ces championnats-là qualifient pour les huitièmes de finale, par exemple. La Liga est loin devant la Première Ligue, même si les tenants du titre en Ligue Europa et en Ligue des Champions sont des clubs anglais. Il faut tout de même souligner que la Première Ligue a disparu durant un bon moment de la scène européenne. Je pense que le retour, c'était la saison, l'avant-dernière saison avec ce sac du Real, bien avant que Liverpool ne revienne une seconde fois. Donc je pense que la Première Ligue est en train de revenir. C'est vrai que dans le championnat, il y a de l'argent, il y a tout ce qui se passe, mais sur le plan européen, je pense que la Liga, sur les dernières saisons, a de l'avance sur cette Première Ligue. En tout cas, c'est un débat interminable. On va s'attaquer aux phases de groupe de la Ligue européenne des champions. On va d'abord commencer avec cette poule H, messieurs, avec Valence, Chelsea et puis l'Ajax. Au finish, c'est l'Ajax qui reste sur le carreau. Chelsea et Valence passent en huitième de finale. Franck Nounyama, cette équipe de l'Ajax qui nous a enchantés durant tout l'été, cette fois-ci reversée en Ligue Europa. On peut déjà dire que c'est le flop parce que au départ de cette compétition, cette équipe a bien pris les choses en main et puis après a dégringolé surtout par une défaite face à Chelsea à domicile. On savait que cette équipe n'était pas aussi souveraine à domicile. Mais comment vous l'expliquez? Je ne sais pas si c'est la pression. Je ne sais pas ce qui peut expliquer une telle performance venant d'un club comme l'Ajax qui était demi-finaliste de la largement à l'extérieur. Voilà, donc peut-être c'est à jeunesse, on n'arrive pas à contenir la pression lorsqu'on est devant son public et puis peut-être d'autres détails qu'on serait relevés ici, mais c'est quand même dommage pour le demi-finaliste de l'année dernière de se retrouver finalement en Ligue Europa. Ça ne ressemble pas à l'Ajax au vu des performances alignées par cette équipe la saison dernière. L'Ajax a perdu sa qualité en matière de saponification. Je ne dirais... Cette équipe qui a tout simplement essuyé le Real et la Juve l'année dernière. Oui, je ne le pense pas, puisque cette saison, la qualité du jeu de l'Ajax n'a pas baissé. L'Ajax a toujours autant bien joué. L'Ajax a toujours dominé ses adversaires, s'est procuré d'énormes occasions. En témoigne ce match face à Chelsea, 4 buts partout. L'Ajax menait 4 buts à 1. Voilà, donc avant l'heure du jeu. Voilà, l'Ajax qui arrivait toujours à dominer ses adversaires, se procurer de multiples occasions. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut comprendre qu'il n'y a pas que le plaisir de jouer. Il faut les résultats. Voilà, prendre plaisir à jouer, oui, c'est bon, ça fait plaisir, c'est beau pour les yeux, mais à un moment donné, il faut penser aux résultats. Par exemple, quand l'Ajax menait 4 buts à 1, pourquoi ne pas serrer le jeu pour ne serait-ce que gagner à la fin du match? Mais c'est l'Ajax qui gagnait 4 buts à 1, mais c'est l'Ajax qui ouvrait encore plus le jeu et laissant des brèches à l'adversaire. Donc je pense qu'il y a la jeunesse de cette équipe qui joue contre lui. Et puis la philosophie de Erik ten Hag aussi, c'est le football. Vous le voyez coupable dans cette situation, cette élimination? Oui, je pense que c'est le football offensif à outrance et à un moment donné, il faut penser quand même à sauver ses
bons arrières et pourra à la fin avoir la victoire, ce que l'Ajax n'a pas fait. Mais sinon, la qualité du jeu n'a pas baissé et l'Ajax s'est montré naïf, je dirais, tout au long de cette phase de Il faut foot. tout de même souligner qu'il y a eu des faits de jeu. Quand je prends cette rencontre face à Chelsea où l'Ajax menait 4-1, il y avait eu ces 2 cartons rouges là qui a diminué l'équipe, ce qui permettait quand même. Mais l'Ajax était leader avant la dernière journée. Oui, mais vous vous savez, comme Ezekiel l'a dit, l'Ajax, c'est cette formation-là qui nous a habitués à jouer. À domicile, ils ont des problèmes, mais à l'extérieur, ils sont plus forts. Mais l'Ajax a plusieurs opportunités dans une rencontre. Ils ont des occasions, assez d'occasions. Et ils n'ont pas corrigé cela. Ils nous ont habitués à rater cela. Et finalement, c'est vrai que... Bon, vous n'êtes pas surpris par l'élimination de l'Ajax? Je suis surpris parce que l'Ajax pouvait mieux faire. J'ai pu comprendre qu'il pouvait. Ils sont sortis de la première qu'il pouvait travailler le côté concrétisation des opportunités. Je pense que c'était le seul problème. C'est ce qui les a manqué. Parce qu'à domicile, on savait que cette formation de l'Ajax avec la jeunesse, ils n'arrivaient pas à se retrouver. C'est vrai qu'il y avait quand même certains joueurs qui les permettaient d'avoir des plus qui sont partis. Quand je prends Delight et De Jong, c'est quand même deux pivots. C'est quand même 2 pivots de cette formation-là. C'est vrai qu'il y a les Ziyech et autres qui essayent quand même de se compléter, mais on a senti à un moment donné que cette formation a manqué de la réalisation. Le mot a été lâché, c'est la naïveté. Cette équipe, il va falloir peut-être un autre discours d'Eric Ten Hag pour sauver cette équipe, parce que là, il ne s'agit pas seulement du spectacle, mais du résultat. Comment on peut comprendre que l'équipe qui joue à 9 et qui mène 4-1, c'est elle qui attaque encore pour encaisser des buts derrière. Et là, la faute est à Ten Hag, selon vous. Tout simplement. Exactement. On va parler d'une autre équipe également qui s'est qualifiée face à dans cette compétition. C'est justement la formation de l'Atalanta Bergame. Oui, Ezekiel, une équipe que vous surveillez de très très près du côté de la Serie A italienne. Ah oui, l'été va être tout bon pour cette équipe. Ah oui, tout est dit. C'est la fête du côté de l'Atalanta. Oui. C'est clair, parce que le début a été compliqué pour cette équipe qui a perdu ses 3 premiers matchs de phase de poule avec 11 buts encaissés contre 2 petits buts marqués. On se disait c'était fini pour l'Atalanta. Et lors de la 4e journée, l'Atalanta qui concède un nul face à Manchester City. Donc après 4 journées, l'Atalanta n'avait que 1 point au compteur. On se disait c'était compliqué. Et le match qui a sauvé l'Atalanta, je crois que c'est ce match entre le Shakhtar et Dynamo Zagreb, 3 buts partout, alors que à la 91e minute, le score était de 3-1, et en ce moment-là, l'Atalanta était éliminé. Mais contre toute attente, le score à la fin était de 3 buts partout, et c'est ce résultat qui relançait justement l'Atalanta, qui dans la foulée a gagné ses 2 derniers matchs pour se qualifier. Donc je pense que c'est une très grande performance pour l'Atalanta, un exploit même, je dirais, puisque c'est même le premier club de l'histoire à se qualifier depuis la nouvelle formule de la Ligue européenne des champions 2003-2004 à se qualifier après avoir perdu ses 3 premiers matchs. 3 premiers matchs dans la poule avec un chapeau quand même à cet entraîneur qui n'est autre que Gianpiero Gasperini. Et il ne faut pas oublier aussi que c'est la toute première participation de l'Atalanta en Ligue européenne des champions. Dovan Zapata et tous les autres, pour l'instant, font le job du côté du club Bergamax. On va s'intéresser à un autre club également qui est en 8e de finale pour la première fois de son histoire. C'est Leipzig de Julian Nagelsmann. Cette équipe aussi fait plaisir à voir. Face à Lyon, ça n'a pas été un match facile pour les Gaules. Ça n'a pas été un match facile, parce que là, ils savaient déjà qu'ils étaient qualifiés, mais ils jouent le jeu avec beaucoup de réserve d'ailleurs. Ils savaient que, quoi qu'il arrive, ils étaient en 8e de finale pour la première fois de leur histoire. Il faut quand même dire que c'est un club qui est soutenu par une multinationale très solide financièrement. Donc on ne va pas faire de publicité gratuite. Donc cette équipe a quand même les moyens, pas de stars en tant que telle, mais des joueurs de devoir, des joueurs de caractère. Lorsque vous prenez par exemple Timo Werner, qui porte cette équipe-là, qui est un international allemand. Donc c'est quand même le travail de 3-4 ans qui est en train de payer. Lorsque Leipzig vient
vient battre par exemple, ou bien tient tête au leader de la Bundesliga, lorsque cette équipe termine sur le podium, on savait déjà qu'il y a quelque chose qui est en train de naître avec un entraîneur fougueux, Julian Nagelsmann, qui est bien en place avec son équipe. Donc, au-delà de ce qu'on a dit, il n'y a pas tellement de surprise par rapport à Leipzig, à la qualification de cette équipe, au vu aussi du groupe. Oui. Il y avait Lyon, il y avait Zénith Saint-Pétersbourg. Vous voyez ça, rapidement, cette équipe avait les moyens de pouvoir se qualifier. On parle de Lyon, cette équipe qui a tellement espéré se qualifier et finalement, il a fallu Memphis Depay et puis Ousmane, auquel bijou de but. Lyon également en 8e de finale à Noël de Souza. Oui, Lyon en 8e de finale, je pense qu'il faut féliciter ces joueurs-là. Et quand on est mené, quand on prend 2 buts et on sait quand même... Et 2 buts dans un contexte assez particulier de pénalty. Je pense que c'est un coup de massue que reçoivent normalement ces joueurs-là sur la tête, mais ils ont su puiser au tréfonds ils ont essayé quand même de retrouver ce mental-là qui les permettait de revenir dans cette rencontre. Quand je prends un peu Memphis Depay, c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu des critiques à l'encontre du joueur, mais je pense qu'il est en train de faire son temps. Ça lui fait du bien, on dirait. Oui, ça lui fait du bien. Il est en train de faire son temps en dehors de ce qu'il fait avec la sélection néerlandaise. C'est un joueur qui arrive à donner son impact au jeu de Lyon. Et ce que j'ai regretté, c'est qu'à la fin de cette partie-là, bon, ça existe toujours. Oui, ça existe, mais quand on prend des clubs qui ne se sont pas qualifiés pour la suite et les supporters qui les félicitent, et un club qui joue le suspense jusqu'à la dernière seconde avant de se qualifier, et les supporters se permettent de se rentrer dedans avec les joueurs. Je pense que c'est regrettable. Maintenant, Lyon a aujourd'hui eu le mérite là de se qualifier pour ce tour suivant. Ils ne l'ont pas volé. Ils sont donnés à fond. Et Lyon qui va accompagner le Paris Saint-Germain, qui ne sera pas seul, club français, dans cette compétition. On va écouter avant le tirage au sort qui est prévu lundi à partir de 11h temps universel. On va écouter Rudy Garcia qui lui, il s'attend à un gros ou à un moins gros pour les 8e de finale. Nous l'écoutons. Ma dernière Champions League, je m'étais qualifié en 8e de finale avec la Roma. Ma dernière Europa League, je suis allé en finale d'Europa League. Cette fois-ci, on se qualifie pour les 8e de Champions League avec l'Olympique Lyonnais. C'est là où je suis, c'est là où je suis bien. Et c'est le premier objectif qui m'avait été assigné. Donc vraiment, je suis content pour le club, je suis content pour le président Aulas qui mérite ça. Puis j'espère qu'on aura une grosse affiche en 8e. De toute façon, maintenant, il faut qu'on soit capable d'être ambitieux et de tout faire pour rejoindre l'écart. Même si on va jouer contre un premier de son groupe et qu'on risque d'avoir un gros tirage. Mais de toute façon, en Champions League, il n'y a pas de petite équipe. Rudy Garcia, le coach de l'Olympique Lyonnais, Franck Lunyama. Le bon speech. Je pense que c'est un bon communicateur. Mais quand on est en 8e de finale de la Ligue européenne des champions, on s'attend toujours à jouer les grands. Exact. Parce que là, lorsqu'on a de l'ambition, lorsqu'on veut gagner, lorsqu'on veut évoluer, on ne peut pas se passer des grands. Maintenant, ils souhaitent avoir le moins grand possible, le moins gros possible pour pouvoir passer, parce que Lyon a souffert. C'est une qualification quand même méritée, parce qu'à 2-0 à la maison, c'était pas évident de les voir revenir. Ils ont su le faire. Déjà, bravo à eux. Maintenant, à la suite, ça va être très compliqué, parce que Rudy Garcia lui-même, sur on va dire 20 matchs en Ligue européenne des champions, les statistiques ne sont pas en sa faveur. Donc, on souhaiterait quand même pour Lyon de tomber, comme il le demande, sur un moins grand, pour pouvoir peut-être faire rêver encore les supporters des Lyonnais qui ont mal réagi la dernière fois. Pourquoi pas? On attend de voir. Liverpool également, Ezekiel, a souffert en première période face à cette équipe de Salzbourg, mais un grand reste un grand. Oui, un grand reste un grand, mais comme tu l'as dit, ça a été super compliqué pour Liverpool. Pas seulement même dans ce match, mais tout au long de la partie, de cette phase de poule. Je dirais, parce que ça a été des matchs accrochés. Il a fallu la dernière journée. Voilà, pour voir Liverpool se qualifier, parce qu'une défaite dans ce match éliminait Liverpool. Donc c'était un match crucial pour Liverpool, qui en tant que tenant du titre a confirmé son rang, ou a fait respecter son rang en se qualifiant. Maintenant, je pense que c'est pas une équipe de Liverpool
rassurante que moi j'ai vue tout au long de cette compétition. Mais c'est une équipe qui peut monter en puissance. Donc on espère de voir une autre équipe de Liverpool. Surtout en février. En février, parce qu'on sait qu'en février, il y a des équipes qui montent en puissance et d'autres qui dégringolent, qui perdent le rythme. Donc je pense bien que l'essentiel est fait pour Liverpool dans ces éliminatoires. Mais la grosse sensation pour moi, c'est cette équipe de Salzbourg qui a impressionné, même si cette équipe est reversée en Ligue Europa. La philosophie de jeu de cette équipe, peu importe l'adversaire, on presse très haut. Une équipe très très fougueuse. Oui, on fait déjouer l'adversaire, on oblige l'adversaire à faire de mauvaises passes et surtout Erling Haaland dans ce match. Qui serait pisté par Dortmund. 19 ans, 8 buts en 6 matchs. Wow. C'est énorme ce qu'il a fait. Il a même failli devenir le premier joueur à marquer lors de tous les matchs de phase de poule. Malheureusement, qu'il a été muselé par cette équipe de Liverpool. Peut témoigner. Le seul match dans lequel il n'a pas marqué dans ces phases de poule. En tout cas, il est juste devancé par 2 réalisations, par l'intenable, l'inusable Robert Lewandowski. En tout cas, du côté toujours de cette poule E, l'information est tombée juste après cette victoire du Napoli. C'est le renvoi, si on peut l'appeler ainsi, de Carlo Ancelotti du Napoli. Surpris, Noël? Non, je ne suis pas surpris quand on prend un peu le déroulement des faits depuis un moment, je pense, depuis le mois d'octobre. C'était ça, Ancelotti, ce n'est plus la rose entre, que ce soit lui, les dirigeants et certains joueurs. Donc vous voyez qu'il était au milieu. Il ne cernait rien et il paraît que tout partait d'une histoire entre lui et le président qui voulait qu'il aligne son capitaine alors que Ancelotti lui pensait que le capitaine n'était pas aussi en forme que ça. Donc je pense que Ancelotti, avec toute l'expérience qu'il a étant joueur et aujourd'hui entraîneur et pas n'importe quel entraîneur de plus, faut le dire. Donc je pense que Ancelotti, à un moment donné, il ne veut plus rentrer dans ces histoires, dans ces babales inutiles. Il sait qu'il a sa valeur et qu'en dehors du Napoli, il peut tout simplement rebondir sur un autre banc. Donc je pense que c'est ce qui, parce que bien avant cette dernière rencontre, vous allez voir dans ses propos, dans tout ce qu'il disait, il disait que sa valise était déjà toute faite, qu'il n'attend qu'on le dise et puis que lui va rentrer. Donc je pense qu'il est là, il a su qualifier la formation pour la suite. Maintenant, je pense que c'est au président et également à tout ce staff-là d'essayer de revoir ce club parce que le Napoli... Bon, ils ont maintenant pris Gennaro Gattuso. Oui, quand on sait que Gattuso, c'est plus un nom étant joueur qu'entraîneur, je pense qu'ils sont en train de se faire du mal sans le savoir. Oui. On attend de voir. Votre réaction? Non, c'était un peu dans les tuyaux. Déjà, on sait que Carlo Ancelotti n'était plus en odeur de sainteté avec son président De Santis et son fils qui veulent se mêler de la gestion du club, des choix à faire. Moi, je ne pense pas que quand on est président, on doit jouer un tel rôle. Exact. Donc, il s'était déjà préparé et comme Noël l'a dit, sur sa dernière réaction avant le match contre qui déjà la formation de Genk. Ils ont gagné 4-0. 4-0, il a dit c'était une bonne ambiance. Quand le club ne gagne pas depuis 7 matchs, c'est bien qu'on critique l'entraîneur maintenant. Si on ne veut plus de moi, mais je pourrais partir donc. Et à la fin de ce match, ça tombe. Et ce n'est plus une surprise, c'était déjà préparé. Mais ce qui m'a intéressé, il a montré qu'il était un grand entraîneur. Il a montré qu'il était un homme sage. 60 ans, il dit. Force à Naples et pour toujours. C'est pas tous les entraîneurs qui quittent dans ces conditions, qui ne règlent pas leur faute. Et qui tiennent ce genre de discours. Voilà, donc il a dit bonne chance à cette équipe, voilà, avec beaucoup d'élégance. Il part et voilà, c'est sûr qu'il va rebondir ailleurs. Alors, oui, c'est un bon discours de la part d'Ancelotti parce que le Napoli, c'est pas pour De Laurentiis. Il est juste président aujourd'hui. Demain, il peut partir. Il ne sera plus président de ce club-là. Le Napoli a existé avant De Laurentiis, donc il pourrait partir et
et Ancelotti pourrait aussi C'est une revenir possibilité. du Oui. côté du Napoli. Donc c'est un discours très sage de sa part. Et le problème dans ce club-là, je pense que c'est plus le président qu'autre chose, parce que c'est... Ezekiel, il semble que beaucoup de joueurs vont quitter durant l'hiver. C'est clair. Le problème, c'est plus le président qu'autre chose. Donc aujourd'hui, même si on fait venir Gennaro Gattuso, le problème entre le président et les joueurs, ça existe toujours. Donc je pense que il y a beaucoup de joueurs qui veulent déjà quitter le club. Alors ces joueurs alignés sur le terrain auront cette motivation, auront cette envie de mouiller le maillot. C'est la grosse interrogation. Exactement. Maintenant, reste à savoir si Gennaro Gattuso aura le bon discours pour peut-être remotiver sa troupe, ne serait-ce que pour finir la saison. Pour moi, non. Il peut rien faire. C'est comme une patate douce. Il est là pour le reste de la saison. Entre les mains de cet ancien joueur. Il ne pourra pas, selon vous. C'est vrai, il ne pourra pas. Il n'a que ça. Exact. Une équipe qui se retrouve dans une telle situation avec des joueurs démotivés, des joueurs qui ne veulent pas sentir le président et son fils. Je pense que c'est très difficile. C'est une situation compliquée. Mais là, très bientôt, Desantis va encore se retourner contre lui. Mais pour moi, je ne pensais pas que Gennaro Gattuso devrait pouvoir accepter, parce que là il vient remplacer quelqu'un qui est comme il a disputé plus de 400 matchs, il a gagné des titres avec Ancelotti. Aujourd'hui il prend sa place. C'est vrai que c'est sur le plan professionnel, mais on ne s'engage pas partout quoi. Pour moi, je pense que c'est pas ça pour lui pour le moment. Justement, il a dit qu'il a pris non mais il a dit qu'il a pris l'une des décisions les plus difficiles de sa vie. Ça c'est clair. Avant de venir, il a dû appeler son papa, comme il l'appelle, discuter avec lui avant d'accepter ce poste. Donc, je pense que ça va être super compliqué pour Gattuso. Ah, il s'attendait à quoi? Ancelotti ne va jamais le refuser. En tout cas, on suivra de toute façon le feuilleton Gattuso, De Sanctis et le Napoli, le tour du côté de la Serie A italienne tout au long de la saison. On va parler de cette équipe de l'Inter Milan également qui est éliminée de la compétition au profit du Borussia Dortmund. Ah oui, Franck Nuyama, vous êtes surpris par cette équipe de l'Inter qui quitte la compétition? Dortmund et l'Inter avaient 7 points avant cette 6e et dernière journée. Le problème pour l'Inter, c'est que c'est le Barça qu'on reçoit. C'était compliqué, même si l'équipe a été un tout petit peu remaniée avant le déplacement en Italie. C'était un peu compliqué. Cette équipe de l'Inter devrait faire la différence sur le match aller où il y avait une certaine maîtrise du jeu avant de finir par perdre la partie. Donc je pense que tout est parti de là. Le fait de recevoir le Barça à domicile, c'était pas déjà fait, c'était plus compliqué. Lorsqu'on regarde un peu l'autre match dans lequel le Borussia Dortmund jouait contre le Slavia Prague, il a été mené, c'est vrai, ce club, mais il a dû puiser dans son tréfonds pour gagner après. Donc, sur ces deux confrontations, je crois que le Borussia Dortmund était plus à même de pouvoir avoir sa qualification que l'Inter. Ah oui, c'est quand même le coup de tonnerre. Hein. Oui, finir 3e du groupe de la mort, je pense que ce n'est pas une honte, mais perdre face au Barça bis, ça je pense que c'est un vrai flop, c'est une déception. Surtout parce que c'est Fati qui marque. Oui, il devient le plus jeune. Parce que jeune joueur de l'histoire de la compétition. Avoir cette équipe de l'Inter face à ce Barça bis, tous les voyants étaient ouverts pour l'Inter. Normalement. Donc je pense que c'est un match raté par les Italiens. Et surtout, ce nul coupable face au Slavia Prague, c'est là où est partie même l'élimination de l'Inter Milan. Ils doivent aujourd'hui regretter ce nul-là, même si on pense que ce groupe était annoncé comme le groupe de la mort sur le terrain où au fil des matchs, l'Inter avait nettement sa place pour se qualifier. Voilà ce qui est regrettable, c'est des occasions manquées dans cette rencontre. Quand je prends Lukaku par exemple, c'est pas possible. Oui, d'accord. C'est pas possible. On va en rester là, le temps est contre nous. On va quand même saluer la belle performance du Bayern Munich qui a aligné 6 victoires en 6 matchs en phase de poule, 18 points sur 18 possibles. C'est le grand chelem pour les Bavarois qui ont inscrit 19 buts dans cette compétition. Mieux que le Real en 2011-2012 et en 2014-2015. Lewandowski a marqué plus que plusieurs clubs. Hein, non,
10 buts du Bayern à Tottenham. Alors, vous parlez de Lewandowski, on va jeter un coup d'œil au classement des meilleurs buteurs des phases de poule. C'est de Robert qui est en tête avec 10 réalisations, 8 pour Erling Haaland de Salzbourg, 6 pour Harry Kane de Tottenham, 5 pour Raheem Sterling de Manchester City et puis 5 pour Hugminson de Tottenham. Alors, dans ce classement, on ne voit pas d'Africains, hein, il faut le reconnaître pour cette phase de poule. Le dernier à avoir quand même marqué, à être meilleur buteur au niveau de la phase de poule de la Ligue européenne des champions. Question quiz? Samuel Eto'o. Non. Didier. Non. Il a gagné le Ballon d'Or en 95. Oui. Georges Georges Weah. Weah, exactement. Mr. Il avait President. inscrit 7 buts Mr. avec le President. Paris Saint-Germain à l'époque. Alors, messieurs, les têtes de série, on les reconnaît facilement. Barcelone, Bayern, Juventus, Leipzig, Liverpool, Man City, Paris Saint-Germain et puis Valence. Les non-têtes de série, il y a l'Atalanta, l'Atlético de Madrid, Chelsea, Dortmund, Lyon, Napoli, Real Madrid et puis Tottenham. Ah oui, la question qui reste posée, ce sera lundi. Quel club pour quel tirage? Rappelons que 2 clubs dans le même groupe ou phase de groupe ne peuvent pas se rencontrer et puis les mêmes poules de même association également ne peuvent pas se rencontrer. Alors de toutes les façons, on aura tout le temps d'en parler lundi dans l'émission Plateau Foot Europe. C'est tout pour la Ligue des Champions. On rappelle, Angelo, que c'est Oui. la première fois que les 5 majeurs sont représentés. Exactement. En 8e de finale. Angleterre, Espagne, Ouais. Italie, France et puis Allemagne. Voilà. On chasse les petits. La Ligue, elle est désormais fermée. Hein. Et même les clubs de ces majeurs, à part Lille en France, qui est complètement éliminé, Oui. les autres sont reversés en La Ligue Ligue Europa. Europa. Ouais, Voilà ouais, qui est dit. Fini pour la Ligue des Champions. Cette fois-ci, nous parlons de la Ligue Europa. Pour la Ligue Europa, on s'intéresse à cette brillante qualification de Retafe de Jenda Konam. Ezekiel, ah oui, ça sent bon pour l'international togolais là. Oui, il fallait le faire, on le disait, Retafe avait besoin d'un nul Oui. pour se qualifier dans ce groupe. Et les Espagnols se sont montrés solides dans ce match parce que ça n'a pas été quand même du gâteau. Ils ont gagné 3-0. Oui, ils se sont montrés solides pour finalement s'imposer 3-0 et se qualifier. Je pense que Retafe, au vu de ce que cette équipe a fait lors de la saison dernière en championnat, Oui. en Liga, oui, Retafe devrait se qualifier. Retafe a raté de peu la Ligue des Champions et cette équipe est dans une bonne dynamique en championnat puisque elle remonte la pente Exactement. après un début de saison difficile. Donc Retafe est resté sur sa lancée pour se qualifier. Et ça fait peur, hein, on peut le dire. Oui, on peut le dire. Elle a perdu les face-à-face contre Bâle. Oui, en aller-retour. Voilà, le début a été un peu difficile pour Retafe, mais c'est sa bonne forme du moment qui lui permet de se qualifier. Oui. Donc c'est tout bénef Tout bénef, pour voilà. Jenda Konam et l'équipe de Retafe. Voilà le qui est match dit, Franck. d'hier contre Krasnodar, ça n'a pas été facile parce qu'il y avait 0-0 Oui. à la mi-temps À la et pause. ce n'est que dans les 20 dernières minutes que Retafe a su faire la différence 3-0 à l'arrivée. C'était quand même bien pour l'international togolais qui était dans ce match-là, qui contrôlait sa défense et voilà, on espère encore le meilleur pour cette équipe. Exactement. Qu'ils puissent connaître, on va dire, le plaisir de pouvoir jouer au très très haut niveau. Ah oui, c'est step Maintenant, by step après la Ligue Europa, pourquoi pas bientôt la Ligue européenne des champions. Oui, mais à un moment donné, je pense qu'il va falloir faire le choix entre le championnat, c'est-à-dire être européen à nouveau, ou cette compétition européenne, parce que quand vous prenez un peu cette formation de Retafe, ils n'ont pas cette profondeur de banc-là qui les permet. C'est d'ailleurs leur souci à un moment donné. C'était le souci. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont capables de revenir jouer en milieu de semaine en Ligue Europa et d'enchaîner avec le championnat en fin de semaine? Je pense que c'est cette interrogation-là. Et moi, je pense que pour le bien de cette formation, non, on n'abandonne pas les choses comme ça. Ils n'ont qu'à essayer de prendre goût. Mais on Ils verra. peuvent se renforcer à l'hiver, pourquoi pas? Oui, c'est une possibilité. opportunité également. Mais attention, il faut bien mesurer il faut bien mesurer ce qu'on est en train de faire au niveau de ce club-là, parce qu'on risque au même moment de chuter sur le continent et également de ne plus être européen. Je pense que ça va les faire plus du mal. Je pense que ce serait mieux pour eux qu'ils reviennent la saison prochaine avec le mercato, le grand mercato qui va s'ouvrir. Ils vont plus s'armer parce que je vois, vous savez, quand on est en fin d'année, ce mercato-là ne permet pas de prendre assez de joueurs. Oui. Vous n'avez pas assez de bons joueurs qui vont vous permettre d'être aussi consistant que ça. Donc pour le club et pour
entre guillemets, l'international togolais Dieng Dakona, je pense que ce serait une meilleure chose. Qu'il essaye cette fois-ci, pourquoi pas, d'aller griffer cette 4e ou 3e place, se représenter, et je pense que ça va le faire du bien. 10 secondes. Je pense que le plus difficile est fait avec cette qualification, parce que pour être en finale de la Ligue Europa, Retafe jouera autant de matchs que ce qui a déjà été fait en poule, hein, puisque ce sera tout au plus 7 matchs, plus le 7e match ce sera la finale. Donc je pense que le plus difficile est fait, et on peut gérer la situation au niveau de Retafe, puisque en plus, on aura la trêve pour revenir peut-être plus fort en février. En tout cas, on aura le temps de reparler de cette compétition dont le tirage au sort est également prévu lundi, mais ce sera à partir de midi pour le compte de l'AAC3. Nous rappelons que les buteurs au niveau des phases de poule de cette compétition, il y a Alfredo Morelos de Glasgow Rangers avec 6 buts, 5 pour Bruno Fernandes du Sporting Portugal. Nous rappelons qu'il y a 12 vainqueurs de groupe, 12 deuxièmes et puis 8 équipes reversées de l'UEFA Champions League au niveau de cette compétition. En tout, il faut rappeler que oui, on suivra et le tirage de la Ligue des Champions et celui de la Ligue Europa lundi. Ce sera après l'émission Plateau Foot Europe. Fini pour les coupes interclubs. Cette fois-ci, nous abordons les majeurs. English Premier League News. Alors, au royaume de Sa Majesté, on suivra cette équipe d'Arsenal qui reçoit City. Deux clubs pas très bien portants, Franck Lunyama. Oui, je pense que les deux clubs ne sont pas, on va dire, dans une très très bonne dynamique ces derniers temps. Maintenant, au-delà, on va dire que City a peut-être un peu l'avantage face à cette équipe, même si les Sky Blues se déplacent chez les Gunners. C'est pas la bonne forme, c'est pas du tout la bonne forme. On se demande si Freddy Ljungberg va rester, si Carlo Ancelotti va arriver. Ah, voilà. Et voilà, c'est pas l'Arsenal qu'on connaît. Oui. L'équipe se cherche. C'est des prestations en demi-teinte, en dents de scie. C'est difficile de dire ce que cette équipe va produire face à une équipe, c'est vrai, qui n'est pas aussi pimpante ces dernières journées qu'est Manchester City. La question qui reste posée dans le royaume, Ezekiel, c'est de savoir à quand la première défaite de Liverpool qui reçoit Watford. Première défaite de Liverpool. Moi, j'ai l'impression que ça va jamais arriver. D'accord. Pourquoi? Vous allez répondre à ma question alors. Pourquoi? Parce que même quand c'est super compliqué pour Liverpool, à la fin, c'est un but dans le temps additionnel, ou 2 buts même dans les 5 dernières minutes pour à la fin gagner ou faire un match nul. Donc, en tout cas, jusque-là, je crois que... Bon, le duel des extrêmes, hein, le premier contre le Watford dernier. Qui est très mal classé, mais c'est la première ligue. On attend on attend Manchester United, on attend City ou Tottenham pour faire tomber cette équipe de Liverpool. Mais ça peut être Watford, et c'est ça la force de la première ligue, justement. Pourquoi pas? On va suivre d'autres matchs pour le compte de la 17e journée. Chelsea reçoit Bournemouth, Norwich City joue contre Leicester City, Burnley accueille Newcastle United, duel entre Sheffield United et puis Newcastle United, Sheffield face à Aston Villa justement. Southampton reçoit West Ham United dimanche. 3 matchs et pas d'un moindre. Manchester United face à Everton, Tottenham qui rend visite à Wolverhampton, et puis on en parlait tout à l'heure, Arsenal qui joue face à Manchester City. En clôture, on suivra lundi Crystal Palace face à Brighton. Fini pour la première ligue, cap sur... Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Alors là aussi, c'est le Borussia Mönchengladbach qui est leader. On suivra sa sortie. Oui, on suivra vraiment cette équipe qui étonne de plus en plus, qui s'accroche au fauteuil de leader de la Bundesliga. Et pour le compte de la 15e journée de cette compétition-là, le leader est en déplacement chez Wolfsburg. C'est, on va dire, un match qui peut être géré par cette équipe de Mönchengladbach, mais attention, ça pourrait être le contraire. Hoffenheim du Togolais Ilas Bebou joue contre Augsbourg. Mayence reçoit Dortmund. Hertha Berlin, qui n'est pas bien ces derniers temps, joue contre Fribourg. Cologne, dans la profondeur du classement, attend le Bayer Leverkusen, et le Bayern Munich, qui a pour ambition
de revenir très rapidement au niveau du Mönchengladbach, joue contre le Werder Brême. Paderborn se mesure à Union Berlin. Düsseldorf, Leipzig et Schalke 04 qui joue contre Francfort. File donc Hernounyama, cette fois-ci destination. Tutto Calcio Italia. Alors, la Serie A italienne, l'Inter qui est leader, même si c'est avec un petit point, ou peut-être voire deux. La Juve qui est dans pratiquement la roue des Nerazzurri. Et puis l'Atalanta également qui n'a pas dit son dernier mot du côté de cette Serie A italienne. Ezekiel Ayataï. Oui, ça va être une journée pas facile, hein, je le dirais, puisque dans ce championnat, on a l'Inter qui connaît des jours difficiles. Faut le noter. Oui. C'est pas du tout facile pour cette équipe, mais peuvent-ils se relancer après cette défaite en Ligue des Champions? Oui, c'est bien possible. L'Inter est éliminé, donc faut se concentrer sur le championnat parce que ils sont en Ligue Europa. Tout va se jouer là-bas. Ce n'est pas leur cours. Ça commence ce samedi avec 3 rencontres. Brescia qui reçoit Lecce, le Napoli avec la première de Gennaro Gattuso accueille Parme, et puis la Sampdoria de Gênes se déplace sur la pelouse de l'Inter. Non, je vais me retrouver, je me perds un peu dans mes papiers. Voilà, la Sampdoria de Gênes se déplace sur la pelouse du Genoa. Et puis lundi, en clôture de cette journée, on aura un match intéressant, je me perds. Oui. Cagliari, Lazio. Entre Cagliari et la Lazio. Cagliari qui est justement l'une des surprises de cette équipe. Justement. Cagliari, quatrième de ce classement. Incroyable. Qui l'eut cru face à la Lazio. La Lazio qui a justement fait tomber la Juventus de Turin. Donc ce sera un match super intéressant entre ces deux équipes. Et c'est donc un match à suivre en clôture de cette journée. Et puis les autres matchs dans ce championnat, on suivra avec attention ce match entre la Samp et Parme. Ce sera un match... de Gervinho, hein. De toutes les façons, ce joueur, il est toujours présent au niveau de cette Serie A italienne, l'international ivoirien de Parme AC. Mais ça peut être compliqué pour l'Inter, puisque l'Inter l'Inter se déplace sur la pelouse de la Fiorentina. Même si la Fiorentina jouera sans Franck Ribéry, mais c'est une équipe toujours difficile à battre. Donc attention à l'Inter pour conserver son fauteuil de leader. Et puis le dauphin de l'Inter Milan, la Juve, reçoit Udinese. Et puis le Milan AC qui sera face à Sassuolo. Sassuolo qui avait tenu en échec la Juve avant que la Juve ne s'incline. Donc attention au Milan AC. Le Milan est quand même dans une bonne dynamique depuis 3 journées maintenant. Et on suivra ce match entre Hellas Vérone et Torino. L'Atalanta Bergame-Bologne, match à suivre avec beaucoup d'attention. Et puis la Roma qui reçoit Spal Ferrara. En tout cas, de toute façon, la Serie A, elle est toujours plaisante à chaque journée de championnat. On suivra tout ça et les résultats vous seront donnés. Surtout que maintenant la Juve perd. Hein. Ah oui. Donc, ce n'est qu'une défaite. Vous voulez dire quoi exactement? Oui, vous savez, souvent dans les championnats... Cristiano perd la main? Non, c'est pas ça. Souvent dans des championnats, quand vous avez un club sur un pied... Que Cristiano regrette le Real Madrid? Oui, Cristiano regrette le Real. Le Real également regrette Cristiano. Ça, c'est une évidence. Maintenant, quand vous suivez les championnats, vous suivez des championnats où il y a des clubs sur des piédestals qu'on ne bat jamais. Je pense que ça ne donne pas du piment, ça ne donne pas de l'envie. Hein. On se dit bien avant les rencontres que la Juve va gagner. Je pense que cette fois-ci, quand la Juve va jouer, les gens seront dans l'obligation d'aller voir ce qui va se passer sur l'aire de jeu, quand on sait quand même que dorénavant, il y a une formation comme la Lazio qui a su planter 3 buts à cette Juve-là. Donc je pense que ça donne du piment, ça donne de l'engouement au championnat. Et il y a même eu un pénalty raté. Oui, il y a eu un pénalty raté dans cette rencontre. Ça pouvait être 4-1. Ça veut tout simplement dire que désormais, toutes les équipes sont prenables dans ce championnat-là. C'est vrai que la Juve a gagné successivement plusieurs fois ces championnats, mais on verra si cette fois-ci l'Inter avec Conte pourront quand même relever ce défi-là. La question reste posée. Cette fois-ci, nous prenons le cap de...
Salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Alors, nous parlons de la 17e journée de Liga espagnole avec des rencontres comme Real Sociedad FC Barcelone. On a également un intéressant Real Madrid qui se déplace du côté du Mestalla face à Valence. Un beau match en perspective. Un beau match, parce que là, la confiance retrouvée du côté de Valence qui se qualifie pour les huitièmes de finale depuis très longtemps déjà. Donc, et puis en tête de son groupe. Voilà. Exactement. Donc c'est un match qui s'annonce compliqué pour les hommes de Zinedine Zidane. Mais là, souvent, ils savent se sortir de ces matchs pièges, surtout quand il s'agit de ces matchs-là à l'extérieur, ils savent s'accrocher. On verra bien ce qui va être fait entre le Real et puis Valence. Autre rencontre au menu de cette 17e levée de Liga espagnole, Athletic Bilbao et Eibar. Retafe reçoit la Real Valladolid. L'Espagnol Barcelone va jouer contre le Betis Séville. Et puis, un intéressant match entre le FC Séville et Villarreal. Ah oui, quand tous les joueurs sont en forme, c'est un beau spectacle du côté de l'Espagne. Fini pour la Liga, nous terminons le tour d'Europe des majeurs avec... Monaco le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Marseille joue face à Brest déjà samedi. Bon, peut-être la 7e victoire d'affilée pour les Phocéens. Pourquoi pas? Je pense que ça va venir. J'avais parlé de l'ambiance des 120 ans dans ce studio. Plusieurs en rigolaient, mais finalement j'ai raison parce que Marseille finalement c'est ce club où il faut qu'il y ait cette union là, il faut qu'il y ait ce facteur là qui permette à tout le monde de se retrouver autour du facteur club et ça les unit plus. Je pense que l'autre fois quand Marseille était mené, plusieurs étaient confiants, ils savaient que ça allait venir et finalement ce club là a quand même su gagner l'autre fois face à Bordeaux, face à Bordeaux, 3 buts à 1. Je pense que quand vous passez cette situation au cours des rencontres, ça permet aux joueurs et au staff d'être solides, d'être unis. Je pense que c'est une bonne chose pour Marseille. Quand on lit déjà dans les coulisses qu'il paraît qu'il y a certains joueurs qui avaient envie de libérer le plancher, qui ne veulent pratiquement plus partir. Je pense que Villas-Boas a quand même, c'est vrai, on ne va pas forcément dire ça mémise, mais il y a certains facteurs, certains concours de circonstances. On sent l'impact de l'entraîneur? Oui, on sent l'impact de l'entraîneur, mais on sent également qu'il y a un environnement qui permet au club d'évoluer normalement. En tout cas, il y a quelques journées en arrière, quand Marseille serait peut-être mené par Bordeaux 1-0, déjà les cris arriveraient des tribunes. Mais aujourd'hui, on a vu un public qui est toujours derrière son club, même si ce club est mené. C'est bénéfique. Oui, voilà, c'est bénéfique. L'ambiance permet quand même aux joueurs de se transcender et d'apporter ce qui manquait à cette équipe. Et justement, on a un Jordan Amavi retrouvé. Qui marque des buts, André Villas-Boas qui est sur le banc. Lui qui était critiqué. Vous n'êtes pas sérieux de toutes les façons. L'entraîneur portugais a réussi quand même à trouver l'équilibre qui permet à cette équipe d'évoluer. Marseille est devenu, on va dire, un groupe uni, fort depuis quelques matchs déjà. Et je pense que ça fait du bien à cette équipe, à ma vie, qui est critiquée de toutes parts, qui est devenu l'un des tauliers de cet entraîneur portugais, des jeunes joueurs, les Radonites, les Rongier, qui font partie d'un moule qui permet aujourd'hui à Marseille de pouvoir gagner des matchs, et j'espère que ça va continuer lorsqu'on s'apprête à jouer contre les faibles. Les faibles, pourquoi pas. Pour terminer l'année. Il y a Metz qui vient, il y a qui également. Mais il y a d'autres matchs. Il y a Nîmes également, pourquoi pas dans l'escarcelle des Phocéens. Voilà. On suivra tout ça de très très près. Et vivement la réaction de Toulouse demain face à la formation de Reims d'Alexis Romao. Nîmes de Kevin Day qui joue contre Nantes. Oui, ils ont besoin de points. Les Crocos qui ont faim de points. Angers, Monaco, Strasbourg, Bordeaux. Et puis en clôture dimanche, l'AS Saint-Etienne qui reçoit dans le chaudron le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. Fini pour les majeurs. Cette fois-ci, nous abordons les questions des auditeurs. Question de l'auditeur.
Plateau Foot Europe. Alors, oui, ils se sont prononcés sur quelques interrogations. Nous allons répondre aux différentes questions. Et la première question nous vient de Kossi Apenou qui demande à savoir, Edinson Cavani est-il poussé vers la sortie du côté de Paris Saint-Germain? Ézéchiel. Non, je ne le pense pas, puisque Cavani était blessé entre-temps. Oui. Et malheureusement pour Cavani, le temps qu'il ne revienne, Icardi a fait le trou. Icardi qui marquait but sur but. Et donc, ce serait quand même compliqué pour l'entraîneur de remettre Icardi sur le banc, vu qu'il est en forme, vu qu'il marque des buts. Maintenant, il faut juste trouver le moyen pour faire tourner le groupe. Oui, sur le match de la dernière fois où le PSG était déjà qualifié et assuré de finir en tête de son groupe, on pouvait permettre quand même à Cavani de débuter ce match-là. Moi, j'étais surpris de ne pas le voir dans les 11 titulaires, mais c'est le choix de l'entraîneur, vu aussi peut-être que Neymar, Mbappé, Icardi n'ont pas eu assez de temps de jeu ensemble. Il a voulu les faire jouer les trois ensemble, oui, maintenant... Et ça a marché, hein? Ouais, mais s'il y a une certitude, et c'est que pour l'entraîneur aujourd'hui, pour Tourelle aujourd'hui, les trois qui sont devant, c'est bien Cavani et c'est bien Mbappé, oui. Icardi et puis Neymar. Et puis Neymar. Bon, Cavani quelque part là. Mais si on ne donne pas un peu de chance ou de temps de jeu à Cavani pour qu'il y ait le rythme, si jamais Icardi se blessait et on le fait revenir comme ça, il manquera de rythme et ça peut être compliqué pour le Paris Saint-Germain. Donc il faut trouver quand même le moyen de le faire jouer également. En tout cas, on suivra tout ça de très très près. La seconde question, comment peut-on expliquer déjà le départ de Carlo Ancelotti? On en a parlé. C'est Dodin Movi qui nous faisait l'honneur de nous envoyer cette question. La troisième question, des nouvelles de la femme arbitre de Bundesliga. Elle vient de Fomekani. Vous avez une nouvelle, des nouvelles de cette femme arbitre qui du côté de la Bundesliga? Oui, elle est là, Madame Steinhaus. Voilà, Steinhaus, oui. Qui officie en Bundesliga. Elle va bien, sauf que peut-être on ne la voit pas souvent parce que le championnat allemand n'est pas forcément diffusé à partir du Togo. Donc, elle est là, et elle est dans la police. Donc, elle a 38 ans. Elle vit bien, elle vit également sa passion. Qu'est le football, elle dirige des matchs en Bundesliga, elle va bien. Madame Steinhaus, du côté de la Bundesliga. La quatrième question, que devient Paul Pogba? Est-il toujours en partance pour le Real Madrid? La question nous vient de Yao Evignon. Qui veut la prendre? Probablement chez son Noël, qu'est-ce qui vous fait sourire? Ce qui me fait sourire, c'est que Pogba, même blessé, ne cesse de faire la une des journaux. C'est un très bon joueur. Bon, champion du monde. Oui, il est champion du monde, mais c'est un très bon joueur, non? Caramba était champion du monde. Oui. même certains joueurs sur les bancs de l'Espagne ont été champions du monde. Bon, est-il toujours intéressé par le Real Madrid? Vous avez des nouvelles? Quand il paraît que Zinedine Zidane il adore le joueur, ça veut dire que le Real serait en train de se positionner pour le joueur. Maintenant, quand je prends personnellement les blessures à répétition de Pogba, est-ce que cela ne poserait pas des interrogations avec Pérez et certains dirigeants du Real Madrid? C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, on sait que quand Zidane veut un joueur, surtout que quand ça n'allait pas mal, il sortait et disait que oui, c'est parce que j'ai pas Pogba. Bon, on verra si d'ici là, Pérez va quand même aller lui dégoter son Pogba et ce que ça va donner. Parce qu'au niveau d'United, il y a déjà un groupe qui essaye quand même de se donner à fond, de se faire sans Pogba. C'est vrai, ils ont battu l'autre fois City, c'était sans Pogba. Donc ça, c'est un plus. Aujourd'hui, Solskjaer peut se permettre de dire, donnez-nous des liasses et prenez votre Pogba. Oui, mais je pense que faire venir même Pogba au Real Madrid compliquerait un peu la vie dans le vestiaire de ce club aujourd'hui. Parce que c'est un club qui va bien, je pense. Qui retrouve de la stabilité. Un Real qui retrouve de la stabilité, qui retrouve de l'équilibre. Maintenant, avec Pogba, il serait encore obligé de mettre certains joueurs sur le banc, ce qui pourra peut-être compliquer la vie, parce qu'il y a des joueurs qui ne se sentiront pas forcément bien aujourd'hui sur le banc parce que ça va bien, et quand Pogba sera là, est-ce que Zidane va le mettre sur le banc ou il sera titulaire? C'est la grosse interrogation, et c'est là où tout sera peut-être compliqué. Donc
je pense que Zidane ferait bien ou ferait mieux de faire sans Pogba. Pour moi-même, cette histoire est en train de s'estomper. Il y avait des difficultés au départ. Zidane a pensé à un moment donné qu'il viendrait mettre la lumière dans l'entrejeu au milieu de cette équipe du Real Madrid. Maintenant, l'équipe se retrouve. Eden Hazard a retrouvé sa pleine forme. D'autres joueurs à côté de lui font le boulot. Je pense que le Real ne va pas s'engager maintenant à prendre un Pogba qui vient de blessure. Donc, comme les deux autres l'ont dit, ça compliquerait peut-être le choix, les systèmes tactiques de Zinedine Zidane. Même si Pogba doit arriver, je ne pense pas que ce soit maintenant. Dernière question, qui peut succéder à Virgil van Dijk comme meilleur joueur de Première Ligue? La question est de Seigneur Gavon. Vous voyez quelqu'un déjà? Le joueur de Liverpool déjà. Il y a Mané, il y a Salah. Vardy, pourquoi pas? Oui, Son qui fait une... Lacazette, Aubameyang. Non, pas Lacazette, pas Aubameyang. Moi j'attends février-mars parce Pour que voir. d'ici là, exactement, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc je préfère attendre patiemment 2020. D'accord. Il n'y pas d'autres joueurs, ce sont ceux qu'on vient de citer. Exactement, c'est les mêmes. Alors, on tend vers la fin de cette émission. Chers messieurs, on va saluer quelques personnes chères à nous. Noël, avec vous? Oui, je vais saluer tous ceux qui connaissent Noël de Souza, tous ceux qui ne cessent de nous soutenir. Je vais saluer Grace de Souza également, celle que j'ai taquinée tout au long de la semaine. Voilà. Tata Gros Orteil, elle va se reconnaître. Ah oui, intéressant. Ezekiel. Oui, bonjour à tous ceux qui nous suivent, Tété Adoté, bonjour à Emmanuel à côté, le PSG va bien, il doit être très content. Intéressant. Bonjour à Rachida Lassani, je fais un coucou à Marie, la fraise, bonjour également. Tous ceux qui diront la vie est belle, ils se reconnaîtront. Ah, ils se reconnaîtront. Wow. Franck Nounyama. Ah oui, la vie est belle après tout. Bonjour à Charlie, bonjour à Esther, bonjour à Nolakina Borosé, patron de BNB Sport qui nous accompagne toujours et qui suit cette émission également. Bonjour à tous ceux qui sont des inconditionnels de PFE et voilà, on vous souhaite un excellent début de week-end. Nous saluons tous ceux qui aiment animer la plateforme Fan PFE et tous ceux qui dorment également sur cette plateforme, qui n'ont pas l'habitude d'écrire. Les lecteurs. Coucou spécial également à vous, parce qu'on a besoin de vous. Alors, merci Noël, merci Ezekiel, mille merci à Franck Nounyama. On se donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de votre mag du foot européen sur la radio qui mouille le maillot. Mille merci également à Gildas Caboret qui a assuré la mise en œuvre de cette émission. Merci à Eloma Dovon, qui est l'auteur de l'œuvre de la vidéo de cette émission à retrouver sur radiosportfmtg.com. Vous la retrouvez, vous la partagez autant de fois que vous voulez. Alors, on se donne rendez-vous lundi. Passez surtout d'excellents moments en compagnie de la référence sportive. Sans faute. À très bientôt. Ciao, ciao.